Europe 1, il est 22h15, l'heure d'une page spéciale d'Europe Nuit consacrée ce soir au 20e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. On retrouve Emmanuel Faux et ses invités. Samedi 4 novembre 1995, des dizaines de milliers d'Israéliens sont rassemblés sur la place des Rois de Tel Aviv. Côte à côte à la tribune, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, les artisans des accords d'Oslo avec les Palestiniens. Devant cette foule qui vibre pour la paix, le premier ministre israélien est aux anges. « Je viens de vivre les 2 heures les plus belles de ma vie », dira-t-il à son ami Jacques Friedman, l'organisateur de la soirée. Ensuite, tout va aller très vite, comme le racontera dans la nuit l'un des correspondants d'Europe 1 en Israël, Raphaël Sidor. Tout s'est passé très vite, en effet. Il était un peu plus de 9 heures hier soir à Tel Aviv, lorsque on retentit 3 coups de feu, place des Rois d'Israël, cette place qu'il est maintenant question de rebaptiser place Yitzhak Rabin. Une foule immense s'était réunie là pour manifester son soutien à la politique de paix du gouvernement. La manifestation finie, Yitzhak Rabin regagne sa voiture, un jeune homme s'approche de lui alors, tire 3 coups de feu sur le Premier ministre. C'est Yigal Amir, un étudiant en droit de 27 ans, militant d'extrême droite, qui n'exprimera d'ailleurs aucun regret. On apprendra plus tard qu'à 2 reprises déjà ces dernières semaines, il avait projeté d'attenter à la vie d'Yitzhak Rabin, mais avait dû renoncer au dernier moment. Yitzhak Rabin s'effondre, atteint à la poitrine, à l'abdomen et à la colonne vertébrale. Couvert de sang, il est conduit dans sa voiture à l'hôpital Ichilov, où il arrive déjà en état de mort clinique. Son décès ne sera officiellement annoncé qu'une heure après, plongeant les Israéliens dans un désarroi et une détresse qui ne font que commencer ce matin à prendre leur pleine expression. Les Israéliens sont sous le choc. Le président américain Bill Clinton salue la mémoire de son ami Yitzhak Rabin et Yasser Arafat décide de ne pas se rendre aux funérailles du premier ministre israélien par souci de ne pas exciter les ultras. La réaction de Leila Chaïd, la déléguée générale de la Palestine en France, qui se trouve ce soir-là dans les rues de Tel Aviv. Elle est très inquiète pour l'avenir du processus de paix. Le choc que ressent aujourd'hui le peuple israélien est partagé par la majorité des Palestiniens, je crois, par la majorité des gens au monde qui ont à cœur cette paix. Je crois que nous réalisons tous la gravité de la situation après la perte de M. Rabin et nous sommes tous solidaires aujourd'hui de la profonde tristesse du peuple israélien d'avoir perdu un dirigeant qui les menait vers des jours meilleurs. Et je suis profondément inquiète, je crois, pour l'avenir du processus dans les jours à venir, comment va réagir le parti travailliste. Et je crois qu'aujourd'hui, M. Peres a besoin du soutien de M. Arafat, mais aussi de la communauté internationale. Et c'est comme ça que je comprends le désir du président Clinton de venir aux obsèques comme un signe au monde entier de son soutien, de son désir en tant que parrain du processus de la paix, de continuer à soutenir la politique que M. Rabin avait décidée et que M. Peres poursuivra. Leila Chaïd qui sera en ligne avec nous dans un instant, 20 ans après ces événements. Bonsoir Henri Guerchoun. Bonsoir Emmanuel. Pour reprendre le titre de votre chronique habituelle, Autour du monde, on peut dire que ce 4 novembre 1995, ce fut vraiment la stupeur, d'autant que le faucon Rabin était devenu la colombe des accords d'Oslo et de l'accolade de Washington avec son meilleur ennemi Yasser Arafat. Henri, comment on peut expliquer cette métamorphose du leader Rabin ? On peut l'expliquer, mais il faut d'abord dire que après 20 ans, j'ai un peu le sentiment que son image s'est un peu déformée. Il est, pour ses partisans, il est l'ancien faucon qui s'est transformé en colombe, comme s'il avait été touché par la grâce de Dieu. Pour les autres, ses adversaires, ceux qui manifestaient à l'époque contre lui, et on le sait très violemment, eh bien, c'est simplement un traître qui était un homme faible, sous l'influence, bien sûr, de Shimon Peres et d'un certain nombre de ses collaborateurs qui étaient prêts à brader l'avenir et la sécurité d'Israël. En réalité, Yitzhak Rabin était avant tout un pragmatique, un réaliste. Au cours de sa longue carrière de militaire, d'ambassadeur, de responsable politique, il avait fait un long cheminement personnel qui l'avait conduit à penser que la force était nécessaire pour Israël, était même indispensable, mais qu'elle ne pouvait pas tout faire, pas tout réaliser, et qu'il valait mieux lui associer un accord de paix avec les Palestiniens. Et c'est ça son cheminement, et c'est ça qui l'a fait passer du ministre de la Défense incroyablement dur et qui donne l'ordre à ses troupes de briser les os des manifestants. Ça, c'était pendant la première intifada, au Premier ministre qui ensuite fait cet accord de paix d'Oslo jusqu'à la très fameuse poignée de main
avec Arafat sur la pelouse de la Maison-Blanche. Mais on rappelle que son gouvernement a été le seul de l'histoire d'Israël à geler la colonisation juive en Cisjordanie. Merci d'être avec nous, Dominique Vidal, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez très bien cette problématique israélo-palestinienne, on vous lit régulièrement dans le monde diplomatique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un Israélien juif extrémiste, Yigal Amir, tue un autre Israélien, Premier ministre, Yitzhak Rabin, ce qu'on n'avait jamais vu dans la jeune histoire de l'État hébreu? Je conseille à vos auditeurs qui se posent cette question d'aller regarder les vidéos des meetings de Benjamin Netanyahou à l'époque. Je l'ai fait moi-même cet après-midi. C'est incroyable. On voit le Premier ministre actuel d'Israël haranguer des foules absolument hystériques et qui brandissent aux yeux de Netanyahou et sans qu'il réagisse des portraits de Rabin en uniforme SS ou sous un kéfier. On entend des morts aux Arabes. Enfin, je veux dire, on est devant une espèce d'opinion radicale autour des colons, chauffée à blanc, et qui, au fond, sert de piétaille à ce qu'on pourrait appeler une sorte de coup d'État larvé. C'est probablement l'image la plus forte d'ailleurs de cette campagne anti-Rabin que cet uniforme SS qu'on avait apposé sur l'image du Premier ministre israélien. On peut dire que ce 4 novembre 1995, c'est vraiment, je dirais, l'officialisation dramatique et sanglante de la fracture dans la société israélienne, qui déjà se décidait depuis plusieurs mois. Oui, et c'est déjà, je crois, on ne se rendait pas compte sur le moment, hein, nous sommes plus intelligents 20 ans après, c'est déjà l'enterrement des accords d'Oslo. Car en fait, il faut s'en souvenir, Rabin venait de signer avec Yasser Arafat les accords dits Oslo II, qui prévoyaient deux choses majeures, qu'on pensait irréversibles à l'époque, c'est-à-dire, premièrement, le retrait de l'armée israélienne des grandes villes palestiniennes de Cisjordanie, mais aussi l'élection du président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, et du conseil législatif. C'est-à-dire, le processus d'Oslo était en train, pensait-on, de devenir irréversible. Et je crois qu'à l'époque, la droite a voulu empêcher à tout prix que l'on aille plus loin. Yasser Arafat, qui est devenu président palestinien, d'ailleurs, un an plus tôt, en 1994. Absolument. Un an avant cet attentat. Bonsoir, Leïla Chaïd. Bonsoir. Vous disiez votre inquiétude à l'époque, on vient de l'entendre, et je me souviens que le 5 novembre au matin, ici même sur Europe 1, nous avions titré à travers cet attentat, c'est peut-être le processus de paix qui vient d'être assassiné. Aujourd'hui, on peut enlever le peut-être? Oui, je pense que malheureusement, les 20 ans qui sont passés et ce que nous vivons aujourd'hui même, et la politique de M. Netanyahou et de son gouvernement surtout, montrent que finalement, ceux qui ont voulu arrêter le processus en assassinant Rabin ont gagné leur pari. Comme l'avait dit le président Arafat à l'époque, puisque je suis arrivé moi-même le 4 novembre à Jérusalem avec une délégation française, et j'ai assisté en direct à cet assassinat. Le lendemain, le président Arafat m'a dit « Le processus de paix est mort et c'est une OAS israélienne qui a tué Yitzhak Rabin, ce n'est pas ce jeune homme seulement. » Et je pense que nous payons très cher un assassinat que l'histoire prouvera. Je suis contente que vous interviewez Amos Gitaï parce que j'ai eu la chance de voir en avant-première son film. On va le retrouver dans un instant. Oui. L'un des mots d'ordre d'Yitzhak Rabin, c'était combattre la terreur comme s'il n'y avait pas de négociation et négocier comme s'il n'y avait pas de terreur. Oui. Qu'est-ce qu'il reste de ce message aujourd'hui, Henri Guirchoun ? Il en reste que c'est la seule façon raisonnable si on veut essayer au moins d'avancer. Et je pense que c'est un conseil que serait bien avisé de suivre les successeurs d'Yitzhak Rabin, ce qui, hélas, n'est pas le cas aujourd'hui. Dominique Vidal, qu'est-ce qu'il reste du camp de la paix en Israël aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on appellerait ici la gauche ? Est-ce qu'elle existe encore ? Bien sûr, il y a une gauche israélienne, mais elle est très faible. Le parti travailliste lui-même s'est éloigné du programme qui était celui d'Yitzhak Rabin. Et les mouvements pacifistes qui existent sont des mouvements à la fois très courageux, mais relativement isolés, il faut bien le dire. On a une radicalisation très nette de l'opinion publique israélienne. Et à mon avis, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. D'une certaine manière, ce raisonnement-là que je propose vaut pour d'autres pays qu'Israël. Quand il n'y a pas d'alternative, il y a une tendance naturelle de se laisser entraîner par les forces les plus extrémistes.
Henri, vous avez regardé les sondages. Que dit l'opinion israélienne au fond? Quel est le tréfonds de sa pensée et de son espoir par rapport à une éventuelle paix avec les Palestiniens? Pour reprendre l'idée de fracture, des divisions de la société israélienne, quand on regarde les derniers sondages, on se rend compte qu'il y a à la fois des permanences et puis des facteurs nouveaux. Les permanences, c'est que les Israéliens restent favorables à la paix. J'ai lu hier un sondage qui a été fait au mois de septembre par le PIS Index, l'index de paix israélien. Il montre que 60% des Israéliens sont toujours favorables à la négociation, que 49% d'entre eux sont pour un partage et pour la création d'un État palestinien. En revanche, ils sont 71% à croire que ce n'est pas possible d'y arriver dans l'immédiat. Et ça, vraisemblablement, c'est un changement par rapport à il y a 20 ans. Et il faut ajouter, Henri Hirschhut, je crois, que le 15 mars de cette année, ils ont voté pour un gouvernement qui est sans doute le plus à droite et le plus à l'extrême droite de l'histoire de l'État d'Israël. Donc on a là des vœux de paix, bien sûr, mais qui n'ont pas de traduction politique autre que la perpétuation du pouvoir de la droite, qui est là quand même depuis 1977, à part l'interruption Rabin. Avec les partis religieux et les colons très présents dans cette coalition en Israël. Laïla Chaïd, vous avez un espoir que des négociations reprennent un jour, j'ose pas dire sur une feuille de route, parce que l'expression on l'emploie presque plus, mais est-ce qu'il faudrait un nouveau Rabin, un nouvel Arafat? Non, je pense réellement qu'on ne peut pas espérer dans l'immédiat, avec la colonisation tout azimut, avec ce jeu que joue Netanyahou et son gouvernement de transformer le conflit en conflit religieux, et c'est ce que réellement fait ce gouvernement. Je crois que nous ne pouvons pas avoir à court terme l'espoir d'un changement, à moins que, bien sûr, la société israélienne fasse son introspection et change. Par contre, je pense que la communauté internationale a des obligations en tant que partie tierce, et il faut qu'il mette Israël devant ses responsabilités. La région traverse une période et une situation beaucoup trop grave pour qu'on permette au gouvernement israélien de mettre le feu en Palestine et en Israël. Vous êtes d'accord pour dire que de ce point de vue-là, la présidence Obama était assez décevante et le rôle des Américains qu'on pouvait espérer plus actif? A commencé bien sûr par tout le sabotage qu'a fait M. Netanyahou au président Obama. Alors vous imaginez si c'est comme ça vous avez vu comment il a été réellement défié le président Obama au Congrès, au Sénat, comment il a essayé de tout faire pour empêcher l'accord avec l'Iran. Je crois réellement que c'est quelqu'un qui est dangereux, pas seulement pour les Palestiniens, il est dangereux pour les relations d'Israël et de l'avenir d'Israël dans toute cette région, et même les relations d'Israël avec les Américains. Merci beaucoup, Laïla Chaïd, d'avoir été avec nous. En un mot, Dominique Henry, aujourd'hui, il n'y a rien sur la table de concrètement comme processus de paix possible ou qui puisse être ravivé. Moi, je crois au contraire qu'il y a énormément de choses sur cette table, qu'elle est totalement encombrée par des tas de processus de paix, de plans de paix, mais il y a personne de négociations. Le problème, c'est que personne ne veut s'y asseoir. Les uns ne veulent pas par lassitude, ça c'est les parrains du processus, les Américains sont lassés, et puis les deux principaux protagonistes, eux non plus, n'ont pas très envie de s'y asseoir. Pour Netanyahou, c'est parce qu'il n'en a pas envie, il vient de regagner les élections, et il s'est débarrassé d'une partie de sa coalition qui était favorable à des négociations pour ne rester qu'avec ceux qui étaient absolument hostiles et tranquilles. Puis de l'autre côté, Mahmoud Abbas, eh bien, lui, c'est pas qu'il voudrait pas, mais c'est qu'il ne peut pas, qu'il n'en a pas les moyens. Il sait qu'une négociation doit forcément aboutir à un compromis. Il n'est pas assez fort pour parvenir, pour imposer ce compromis. Et donc, on en est là, dans une totale impasse. On va terminer cette évocation du 4 novembre 1995 et ses conséquences, donc en retrouvant Amos Gitaï, le grand cinéaste israélien, qui signe un film intitulé tout simplement « Le dernier jour d'Yitzhak Rabin ». Bonsoir Amos Gitaï. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous de Tel Aviv. Alors ce film qui va sortir en France le 16 décembre prochain, je le précise, et qui sera projeté dès demain en Israël, vous serez présent pour la première. C'est un mélange d'archives et en même temps de scènes reconstituées avec des acteurs. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce film 20 ans après les faits? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une piqûre de rappel? Est-ce que vous voulez dire aux jeunes générations en Israël qu'il y a eu un Premier ministre bâtisseur de paix, Yitzhak Rabin, et qu'il a payé de sa vie? Moi, je trouve que cette film... Vous savez, moi, je suis dans l'origine, je suis architecte, je ne suis même pas cinéaste. Et dans les conséquences du Moyen-Orient,
et surtout après que j'étais envoyé à la guerre de Kippour. Et j'étais dans un hélicoptère de sauvetage qui était touché par un missile syrien. Alors j'ai décidé de devenir cinéaste et à partir de là je raconte le grand drame de cet pays que j'aime beaucoup, mais je suis un peu inquiète sur les perspectives. Alors c'est un acte plutôt civil. Je fais ce film d'abord comme un citoyen d'Israël, mais qui veut alerter vis-à-vis des directions qu'on est en train de prendre. Et surtout, je crois que Rabin était un vrai patriote israélien. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui a compris que pour stabiliser l'existence d'Israël de cette région, il faut qu'elle trouve un moyen de trouver des chemins vis-à-vis du monde arabe et surtout le rapport israélo-palestinien. Alors il avait le courage, la détermination d'avancer. Ouais. Et je crois que face à la situation qu'on a aujourd'hui, c'est une sorte de rarité. Alors j'étais envie par le film qu'on a fait, tout un groupe d'équipes israéliennes avec moi. Ouais. Amos Gitaï, dans votre film, cette mémoire, vous donnez une place assez importante dans votre film, même essentielle, aux travaux de la commission d'enquête de Meir Shamgar, l'ancien président de la Cour suprême israélienne. On parle beaucoup de questions qui sont soulevées sur le dispositif de sécurité qui entourait le Premier ministre Rabin le soir de l'attentat, sur la place des Rois, une certaine légèreté peut-être des services israéliens par rapport aux menaces qui pesaient sur sa vie. Est-ce que vous-même, vous avez appris des choses en vous plongeant dans les documents de la commission d'enquête? Et est-ce qu'on a caché des choses peut-être à l'opinion publique israélienne et mondiale depuis 20 ans? Écoute, moi j'aime beaucoup une chose que m'a dit Jeanne Moreau, pour que je travaille avec elle, que s'il décide de faire un film, c'est parce qu'elle veut apprendre quelque chose qu'elle ne savent pas encore. Oui. C'est-à-dire, c'est pas strictement de répéter les choses qu'on connaît tous. Alors chaque film que j'ai fait, ça devient une sorte de chambre d'études pour moi et pour toute cette grande équipe. Le film Rabin, le dernier jour de Rabin, mon film, il y avait 70 comédiens, des centaines de figurants, de grandes équipes techniques. Alors, à travers de ce projet, on a essayé de dévoiler des choses sur l'assassinat de Rabin, de cette tragédie vraiment. Nous, surtout, j'étais même pas conscient de la férocité des oppositions qui étaient en face de Rabin. Mais est-ce qu'à votre avis, il y a eu de la légèreté, il y a eu des dysfonctionnements sur le plan de la sécurité? Parce que ça, c'est une chose qu'on ne sait pas, au fond. Est-ce que Rabin était mal protégé? De toute façon. Mais il n'y a pas de conspiracy, parce que effectivement, les forces qui étaient contre Rabin étaient visibles. C'était pas... Et surtout, je trouve que, comme toujours, la coalition la plus stable du Moyen-Orient, c'est les gens qui ne veulent pas la paix. Et cette coalition existe en tout le côté. Elle existe en côté israélien, palestinien, arabe. Elle travaille très, très bien. Elle va déstabiliser tout fort modéré, complexe. Toujours les gens modérés, ils ont une vision plus modérée du monde. Ils sont pas... c'est un peu plus complexe, c'est pas si simpliste. Ouais. Et comme on connaît même dans les jours d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes politiques qui utilisent la haine des autres comme une monnaie d'échange politique. Ça n'existe pas seulement dans le Moyen-Orient, ça existe à Turquie, ça existe même en Europe. C'est-à-dire la haine vers l'autre devient une très bonne force pour être réélu. Et Rabin il avait une parole simple. C'était quelqu'un qui était intègre. Et ça, c'est une sorte de rarité. Je crois qu'on est tous, en grande partie de la population israélienne, très choqués de l'absence de cette sorte de figure. Un dernier mot, Amos Gitaï, si vous pouvez, en quelques secondes. Votre film va donc être présenté demain à Tel Aviv. Quelle réaction vous espérez de la part des spectateurs israéliens 20 ans après ce drame? D'abord, avant la réaction, on a pris les plus grandes salles de ce pays, 2500 personnes. C'est la salle de Philharmonique, c'est même pas la salle de cinéma. Et le distributeur est très inquiet parce qu'il a dit qu'il peut remplir 3 fois la salle. C'est-à-dire qu'il y a un vrai désir de découvrir le film par les Israéliens. Il va y avoir aussi tous les gens qui étaient impliqués. Il y a Shimon Peres, il y a effectivement Meir Shamgar, et qui vont être là. Donc il y a une grande curiosité. Oui. Je crois, oui. Je crois que si le film peut servir comme une sorte d'évocation publique de cet drame, c'est déjà
Bon, de toute façon, si on peut faire les gens réfléchir, c'est un bon début. Absolument. Merci beaucoup, Amos Gitaï, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et je signale que vous serez l'invité d'Anne Sinclair pour parler plus longuement de votre film. Ce sera début décembre dans la matinale d'Europe 1. Oui. Merci à vous, merci à Leila Chaïd, Dominique Vidal, merci d'être venu dans Europe Nuit, Henri Guirchoud. On se retrouve bien sûr demain, Henri, pour votre chronique. C'est la fin d'Europe Nuit, de cette page spéciale, donc 20 ans après l'assassinat du premier ministre israélien Yitzhak Rabin.